assis tous les deux. Vous préférez rester debout, c'est ça? C'est comme vous voulez. Ça va marcher dans un instant, ne vous inquiétez pas. Merci d'être là avec nous pour parler de ce sujet assez complexe. Emmanuel de Gueuzer, vous êtes donc directeur général du groupe Vivalto Santé. J'ai regardé la définition de la précarité par le Conseil économique et social. Ils disent l'absence d'une ou plusieurs sécurités, emploi, habitat, soins, éducation, famille. Je voulais vous demander ce qu'on entendait par personne en situation de précarité pour la santé. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire par rapport à tout ce que vous avez dit, quand on parle de personnes en situation de précarité, c'est généralement multifactoriel. Et vous avez cité beaucoup d'exemples. Dans le secteur hospitalier, il y a clairement une dimension qui est liée à l'isolement. Et donc on verra que quand on parle de précarité, c'est souvent quelque chose qui concerne notamment les femmes seules et les personnes âgées, qui est une catégorie particulière. Donc l'isolement, la perte d'autonomie est aussi un facteur important, parce qu'être isolé et en perte d'autonomie, on voit tout de suite les difficultés que ça peut représenter. Et pour les gens ici, et dont nous, hospitaliers, ça veut dire une prise en charge très particulière. Et pour vraiment toucher la précarité, vous rajoutez soit des maladies chroniques, des polypathologies, des situations de violence. Voilà. Après, vous pouvez mettre beaucoup de choses, mais je pense qu'il n'y a pas une définition unique des personnes en situation de précarité. Faire le plus court possible. Oui. Huguette, votre ressenti sur les besoins aussi, les attentes des personnes en situation de précarité? Alors, la précarité, je la comparerais à un trampoline. Vous savez, tout le monde, pour vivre, pour rebondir dans la vie, vous êtes quelque part en train de bondir sur un trampoline. Vous avez le travail, vous avez les liens sociaux, vous avez votre entourage, vous avez vos revenus, vous avez votre famille. Et la précarité, c'est un élastique après l'autre qui s'en va. Ouais. Et la grande misère, c'est quand vous tombez, vous n'avez plus aucun élastique et vous ne pouvez plus rebondir. Et je pense que c'est une approche qui permet de comprendre que ce n'est pas qu'une question d'argent. La précarité qui va vers la grande précarité, vers la grande misère, c'est une question de rebondir. Et redonner des capacités de rebondir aux personnes, retendre les trampolines des uns et des autres, parce que chacun, on a sans doute un petit élastique qui a lâché. Je pense que c'est la mission de notre société, c'est la mission de nos politiques. Et être en bonne santé, c'est évidemment une donnée indispensable pour pouvoir rebondir. Emmanuel, a priori, on ne pense pas particulièrement au privé pour prendre soin des personnes. C'est un cliché peut-être, mais c'est vrai que c'est sans doute l'image générale. Les gens en précarité ne vont pas se dire « je vais frapper une clinique privée ». Vous êtes à côté de la mine et vous dites des choses comme ça. Je sais, mais je vais prendre des coups ce soir, je le sais déjà. Énormes. Bien sûr que non, bien sûr que les personnes en situation de précarité sont les bienvenues dans les établissements hospitaliers et privés de France. Ce qui n'est pas le cas au Portugal. Oscar Gaspar n'a pas tout à fait expliqué tout à l'heure, mais le système a vraiment un système dual. C'est le système NHS, c'est-à-dire qu'il y a le public d'un côté, le privé de l'autre. Vous ne rentrez pas dans un hôpital privé si vous n'avez pas d'assurance et de couverture santé. Ce n'est pas le cas chez nous, et alors encore moins chez Vivalto, parce que nous, très clairement, le patient, c'est pour ça que je vais vous donner du corps à ce absolument, le patient étant au cœur de nos engagements. Nous sommes entreprise à mission, ce qui veut dire que dans nos engagements statutaires, donc je parle bien de statutaires, dans les statuts de la société, on prend un certain nombre d'engagements très concrets sur justement l'accueil des patients et de tous les patients. Et ça prend deux formes. Ça prend une forme d'accessibilité géographique. On en a beaucoup parlé tout au long de la journée sur la notion de territoire. Ça va au-delà de nos 53 établissements. C'est derrière les 160 consultations avancées qui maillent le territoire. On est sur 4 départements sur 10 départements pauvres, départements en difficulté. Et concrètement, on va au contact du plus près des patients, pas uniquement dans l'urbain, mais le périurbain et le rural. Et très souvent, nos hôpitaux sont, dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, la solution, je dirais, la dernière solution que trouvent les patients. Et d'ailleurs, à l'échelle nationale, c'est les statistiques de la Fédération, 4 Français sur 5 sont à moins de 30 minutes d'un hôpital privé. Donc vous voyez, c'est concret. Et juste deuxième chose, ça c'est géographique, mais aussi une couverture métier de ce qu'on offre sur le soin.
on n'est pas que des entités chirurgicales. Alors c'est important, Oui. on est aussi sur la médecine polyvalente, oncologique, le traitement de l'obésité, la gestion de la douleur, la santé mentale, on vient d'en parler. Quand on parle de situations précaires pour des personnes, la santé mentale, je peux vous assurer que c'est un vrai sujet. Et donc les urgences, quand on veut bien nous les attribuer, Lamine l'a rappelé, nous on est prêts, bien évidemment, on est contraints parce qu'on veut bien nous accorder. Alors c'est pour ça qu'on ouvre aussi des unités de soins non programmées. Mais voilà, tout ça pour vous dire que on est géographiquement et en termes de métier dans un maillage territorial où on va, comme ça a été dit par beaucoup d'élus, sénateurs et députés, il faut aller au plus près du terrain, là où sont les gens. Mais justement, les gens en situation de grande précarité, est-ce qu'elles savent qu'elles peuvent venir vous voir? Je pense qu'elles le savent peut-être insuffisamment. Et donc, on a certainement à communiquer plus. Mais oui, c'est une question. Huguette, puisqu'on parle de problèmes de communication, alors je vais être honnête, j'étais peut-être moi particulièrement méconnaissante de la réalité. Quand je vous ai appelé pour préparer cette intervention, je vous ai tout de suite parlé de CMU. Et là, vous avez fait « Oh là, mais que vous êtes loin de la réalité, la CMU n'existe plus ». Et apparemment, je ne suis pas la seule à ne pas le savoir. Alors oui, comme on disait tout à l'heure, il y a une question de communication. Et je ne suis pas d'accord de dire que les plus pauvres ne savent pas qu'il faut aller dans les structures privées. Pas du tout. Ils savent très bien qu'ils sont accueillis dans les structures privées et que le parcours est souvent plus facile dans la structure privée. Alors là, je fais ça, mais vous savez que dans une structure publique, si vous n'arrivez pas à payer, c'est le Trésor public qui vous poursuit. C'est lui qui vous fait votre facture, c'est lui qui vous poursuit, et le Trésor public est habilité à prélever le RSA et les allocations familiales si vous n'avez pas pu payer votre hospitalisation. Donc, les plus pauvres savent parfaitement qu'il vaut mieux aller à un endroit où on ne va pas vous prélever vos allocs si vous n'arrivez pas à payer l'hôpital. D'accord. C'est un petit ça détail, vous fait plaisir. Ça va vous faire sourire, à moins que vous soyez plaisir, capable de le mais... faire. Mais bon, écoutez, c'est un détail, mais c'est vrai que il m'est arrivé de nombreuses fois d'aller payer des couronnes dentaires à un CHU parce qu'on ne pouvait pas arrêter. On ne pouvait pas arrêter le système. Eh oui. Une fois que c'est parti, c'est parti. Bon, je reviens juste sur la CMU. Je pense qu'il y a eu un grand travail qui a été fait pendant ces dernières années, enfin ces 40 dernières années ou 50 dernières années, sur la protection des personnes. Et je veux dire, quand j'ai commencé, j'ai vu ici, à Nancy, une enfant mourir d'une rougeole. Parce que c'était un week-end et que la mairie était fermée, on ne pouvait pas avoir de bons pour la faire soigner. Et la gamine est morte. On est 50 ans après ou 45 ans après, on ne voit plus ça. Oui. On a une protection sociale. Alors, sur l'AME, on a à peu près 450 000 personnes qui ont cette couverture-là. On peut lui en vouloir, mais elle est là. Et dans le droit commun, dans les personnes qui sont dans le droit commun, on a maintenant la PUMA, qui est une sécurité sociale, en tous les cas, pour tous, une protection universelle maladie, sur laquelle on a beaucoup travaillé, et chaque personne qui est de droit commun en France a une assurance individuelle obligatoire universelle de sécurité sociale. Et ensuite, on a beaucoup travaillé, alors après la CMU, qui a été, vous savez, controversée, mal financée, enfin il y a eu beaucoup d'histoires, mais on y tenait quand même, eh bien on a travaillé pour qu'il y ait une complémentaire pour tous. Donc que ce soit bien le système universel sécurité sociale et la complémentaire pour tous, qui est une complémentaire comme les autres. Elle est gratuite si vous avez moins de 800 € par mois, elle est payante, pas plus de 1 € par jour. Si vous avez plus de 800 €, jusqu'à 1 000 €. Donc, ça marche plus ou moins bien parce qu'il y a 5,9 millions de personnes qui ont la C2S non contributive et vous avez 1,5 million de personnes qui ont la C2S contributive. Il reste donc, sur 10 millions, il reste à peu près 30% de personnes qui ne recourent pas aux droits auxquels ils ont Parce qu'ils ne le connaissent pas, ce droit? Alors beaucoup, parce que si je vous parle à vous de C2S contributive, ou si vous êtes employeur et vous employez quelqu'un qui va gagner 1 000 € par mois parce qu'il est à mi-temps, il a droit à la C2S. Mais il ne le sait pas. Mais l'employeur ne le sait pas forcément, et lui ne le sait pas forcément. Voilà, c'est une question d'information à la fois des professionnels, à la fois des
des soignants, parce que quand vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, vous dites il est pauvre, il n'a pas de papier, il n'a pas de sécu, bon bah on prend pas, enfin on se débrouille quoi. Mais en réalité, tout le monde devrait avoir droit à être soigné si le recours au droit est effectif. Et le problème de la France, c'est pas de refaire un millefeuille, c'est d'utiliser convenablement les droits. Et il y a tout un travail qui est enclenché sur le non-recours au droit. Travaillons ensemble pour que le non-recours au droit existe. Mais qui est censé les n'existe informer? plus, pardon. Qui est censé les informer? Ce sont les associations locales, les mairies? Enfin, comment ça se fait? Alors, vous avez deux choses. Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur la CMU et sur le RMI. Et quand on a mis en place la CMU et le RMI, il y avait connexité entre les droits. Donc, quelqu'un où vous voyez qu'il n'avait pas du tout de revenus, il avait accès à un revenu minimum avec une insertion, et parallèlement et en même temps, il avait l'accès à la santé, parce que vous ne pouvez pas faire de l'insertion si vous êtes en mauvaise santé, et vous ne pouvez pas remonter, il faut au moins que votre élastique de la santé soit mis en place. Oui. Et quand il y a eu la réforme du RSA, Martha Hirsch je lui dis, il faut faire l'insertion et la santé, il me dit, je fais d'abord l'insertion, il n'a pas eu le temps de faire la santé. Et donc, il n'y avait pas connexité de droit. Et on a perdu dans la nature énormément de gens. Aujourd'hui, le RSA est connexe avec la C2S, à nouveau. Aujourd'hui, l'ASPA est en connexité. Aujourd'hui, l'ASI, donc l'allocation pour les personnes isolées, est en connexité. L'ASS va l'être en 2025 et l'AH va l'être en 2025. Et ça veut dire que toutes ces personnes, parce qu'elles ont été reconnues dans un statut qui va demander à la société de leur donner un coup de main, eh bien, la complémentaire santé solidaire, elle est aussi là. Et mais donc quand la santé est première. Si je peux me permettre, ça fait beaucoup d'acronymes pour des personnes éloignées du système. Déjà pour des personnes dans le système, ça fait beaucoup d'acronymes. Est-ce que justement, en parlant de vocabulaire, de tout ça, est-ce que parfois il y a une appréhension de la part des gens qui sont très éloignés du système à aller se confronter à des personnes qui sont très loin de leur univers, même en termes culturels, en termes de langage, donc les médecins? Est-ce que parfois il y a cette appréhension-là? Bien sûr, non seulement il y a cette appréhension, mais il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Alors, quand le lien est fait et qu'on a tissé le lien, je peux vous dire qu'en général, les médecins, on ne les appelle pas par leur nom de famille, on les appelle avec le nom et leur prénom, tellement on se les approprie. Parce que c'est très important, le lien avec le milieu de la santé pour des personnes qui sont en précarité. Quand ils ont senti que leur santé était importante et qu'on les prenait en charge, il y a un lien extrêmement fort avec le monde de la santé. À tel point que quand on a travaillé, par exemple, en expérience patient avec des patients en situation de grande précarité, et on a fait des parcours dans des cliniques, on a fait des parcours ambulatoires avec les plus pauvres pour voir comment ça se faisait, est-ce qu'il y avait des ruptures de parcours à certains moments et est-ce qu'on pouvait les soigner, les ruptures de parcours, on est bien là. Eh bien, les plus pauvres, ils sont allés, mais avec confiance. Ils savaient qu'on travaillait avec la FHP, ils savaient que c'était pour le bien de tout le monde. Et il y a quand même une grande... Entre 99, quand on a mis en place la CMU et que les gens s'ignoraient, ne se connaissaient pas, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui a été fait de part et d'autre. Et je peux dire qu'ils sont quand même accueillis comme ça ne l'était pas en 1999. Emmanuel, de votre côté, il n'y a jamais aucune frilosité ou, je ne sais pas, inquiétude à accueillir des personnes en grande précarité de la part des médecins? Une peur de la violence, de plein de choses ou d'incompréhension? Ça demande beaucoup d'anticipation dans un établissement. La violence est quand même notre quotidien et on sait que souvent des personnes en situation dite de précarité côtoient des pathologies qui font qu'elles peuvent se retrouver être violentes dans nos services. Donc c'est pas quelque chose qu'on improvise, c'est quelque chose qu'on doit anticiper. On a parlé d'organisation, vous avez vu la complexité rien que sur la couverture, mais vous imaginez, si vous commencez à rajouter à ça tout le cercle associatif, tous les organismes périphériques
les aspects publics aussi qui est autour, c'est d'une complexité énorme. Donc une des premières choses à anticiper, dès lors qu'on est un établissement ouvert, donc avec système d'urgence en particulier, c'est de former le personnel. C'est-à-dire qu'il faut, au moins au niveau des assistantes sociales, dans notre groupe on a 60 assistantes sociales, c'est critique. S'il n'y a pas ces personnes qui connaissent les mécanismes et qui peuvent décrypter, parce qu'à la fin des fins, c'est de la pédagogie au cas par cas, parce qu'il n'y a pas une personne en situation précaire qui est dans la même situation. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est une sensibilisation dans l'organisation, bien évidemment, du domaine médical, paramédical, l'assistante sociale que j'ai évoquée, mais aussi de gens qui sont, dès le début de la prise en charge, et donc je parle du programmé, mais c'est vrai aussi quand c'est du non programmé, qui prévoit la sortie, l'accompagnement à la sortie d'une personne en situation de précarité. Et ça veut dire travailler avec notre réseau des PSAD, alors je vais refaire des acronymes ici, enfin bon, tout ce qui est soins à domicile, hospitalisation à domicile, l'accompagnement à domicile, c'est des choses importantes. Sur les structures aussi aval en matière SMR, donc pour tout ce qui est la rééducation. Donc il y a réellement une organisation et une formation à faire. Donc ça, c'est structurel, et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a lancé dans l'ensemble des établissements de façon à être crédible quand on dit qu'on va prendre en charge les patients. Et puis après, et une fois de plus, c'est quand on est entreprise à mission, on soulève le couvercle de multiples initiatives de tous les établissements. Nous, on a 53 hôpitaux et cliniques, et on s'aperçoit que quand on dit, la précarité, les gens en situation difficile, qu'est-ce que vous mettez en place ? Il y a une multitude d'exemples. C'est le vestiaire solidaire, le cahier des urgences sociales, c'est Women Care, enfin tout ce qui concerne les accords sur la violence faite à la femme, c'est les unités de pédopsychiatrie. Enfin, il faut en faire un livre à partager entre chaque établissement. Oui. À ce stade, c'est des initiatives qui foisonnent. C'est quoi un vestiaire solidaire ? Alors, merci Lamine de me poser la question parce que j'ai justement lancé. Alors, le vestiaire solidaire, c'est une idée qui vient d'un établissement, donc des établissements rouennais, des équipes d'urgence qui se sont rendues compte que quand elles sont face à des gens en situation de précarité, il y a des choses toutes bêtes, c'est que... Elles ont peur de lâcher leurs affaires. Oui, non, mais au-delà de ça, c'est qu'elles arrivent dans un état qui n'est pas vraiment... qui est parfois difficile, et que quand il y a une hospitalisation qui suit, il n'y a pas d'accompagnant, il n'y a pas de lien, etc. Et c'est tout bête, mais de pouvoir leur offrir des habits qui sont des habits bien évidemment triés, qui sont des dons du personnel, des médecins, des patients, qui savent qu'il y a cette expérience. Et donc on soulève ce couvercle-là, les vestiaires solidaires, et on s'aperçoit, quand on en a parlé, donc j'ai ma directrice, entreprise à mission, qui est dans la salle, là, un peu plus haut, Atika Alami. Et donc, quand elle a soulevé le couvercle en disant « mais tiens, c'est une bonne idée », il y en a plein qui ont levé le doigt, qui disent « mais nous aussi, on a notre vestiaire solidaire, c'est la vestiaire de Ginette, alors chacun son nom, peu importe, à la limite, peu importe ». Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'idée, dans l'ambition du groupe, puisque on veut vraiment, et c'est au cœur de notre ADN, notre raison d'être, c'est d'être au service de tous. Ce genre d'engagement, à la première lecture, on dit c'est sympathique, à la deuxième, on dit attends, au service de tous, c'est super engageant aujourd'hui. Parce que être capable de dire que toute personne qui vient dans un de tes hôpitaux va pouvoir être accueillie, sachant les problématiques financières, etc., ça veut dire qu'il va falloir véritablement s'engager. C'est un engagement, donc c'est un engagement ferme qui a été pris. Et donc l'idée, c'est de capitaliser sur toutes ces initiatives que je ne vais pas avoir le temps de vous détailler ici, sauf s'il y a 10 questions dans la salle, et je me ferai un plaisir de le faire, et de se dire, on va faire notre propre cahier des charges pour le personnel, parce qu'en plus, je vais vous dire, c'est un énorme facteur d'attractivité, de rétention du personnel. Les gens sont en besoin de retrouver du sens. On est dans des métiers, je vous rappelle, aujourd'hui... Ils sont quand même plein de sens, c'est quand même compliqué. Non, mais il faut voir que nous, on est à 75% d'ambulatoire. Donc, il n'y a plus cette relation. Si vous mettez 20-30 ans en arrière, il y avait une relation sur la durée. Les durées de séjour, c'était entre 4, 5, 6 jours. Maintenant, c'est à l'heure. Ça file. Donc là, on recrée du sens. Donc c'est une très belle aventure. Alors ça me fait plaisir parce que le vestiaire solidaire, nous, dans le médico-social, moi j'ai des EHPAD, on le fait depuis longtemps, effectivement. Il y a une bourse aux vêtements qui est à disposition pour ceux qui n'ont pas la capacité d'être habillés. Merci Emmanuel pour ton engagement et bienvenue à notre comité exécutif. Et j'en profite pour saluer ton président fondateur, Daniel Caille, qui a permis ta venue. Absolument. Ta venue parmi nous. J'ai demandé l'autorisation, je l'ai.
J'ai un mot. Mais il est dans la salle et il apprécie. Une question rapidement, Huguette, s'il vous plaît. Il y a une petite musique nauséabonde qui parle de la suppression de l'AME. Comment faire pour nous aider? Pour que ce ne soit pas supprimé, bien sûr. Alors, je pense qu'on ne peut pas entendre que ça va être supprimé. C'est évident. Je le lis même. C'est un enjeu politique. Vous avez vu, c'est 430 000 personnes sur 10 millions de personnes en précarité. L'autre tendance qui est tout aussi dangereuse, c'est de dire l'AME va être la C2S, parce qu'à ce moment-là, on dissocie la C2S du droit commun. Et vous savez qu'ici, on est quand même dans un pays de droit commun et que vous avez la sécurité sociale et vous avez accès à une complémentaire si vous êtes en précarité, si vous êtes en situation de droit. Donc, après, ce qu'on a vu avec la CMU, c'est que quand a été tiré pour dire l'AME, on la met dans la CMU, eh bien les gens beaucoup plus riches ont dit, nous, on va s'assurer pour la santé en Angleterre ou dans d'autres pays. Donc, il faut tenir l'ensemble du dispositif. Et c'est pas très simple. Mais vous avez vu que 430 000 personnes, il faut quand même, c'est pas tenable. On ne peut pas les laisser. Donc on peut imaginer, par contre, et en revanche, si effectivement on allait sur une prise en charge d'urgence de toutes les personnes, de ces 430 000 personnes, on aurait sans doute une couverture beaucoup plus facile parce que vous savez qu'il y a des moments, pour les AME, on est obligé de demander une prise en charge, ou pour les personnes en urgence, on demande une prise en charge exceptionnelle. Moi, je pense à ces femmes à Paris avec qui je travaille. Vous savez que maintenant, les migrants, les femmes viennent enceintes de 4 mois. Et donc, elles vivent à la rue enceintes de 4 mois. C'est pas pour autant qu'elles peuvent accoucher facilement, parce que, si vous voulez, elles sont dans la rue, elles sont hors la loi, elles n'ont pas de papier. Et donc, si on a vraiment une aide médicale d'urgence en plus si c'est transformé comme ça, ça nous permettra au moins d'avoir les bébés qui naissent à l'hôpital. Donc ça peut se négocier. Il faut peut-être tirer le fil pour qu'on soit plus obligé de demander aux ARS des prises en charge en urgence. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci Huguette.